La Chambre de commerce et d'industrie de Québec est heureuse de vous annoncer le retour de Conscience d'affaires. Ce qui était auparavant un programme d'accompagnement revient en 2022 sous une nouvelle formule qui prendra la forme d'une série webinaire. Nous vous présentons 4 webinaires qui aborderont des thèmes et des défis actuels entourant les pratiques d'affaires éco-responsables et comment ces solutions peuvent être des moyens appropriés pour résoudre des problèmes actuels. Nos experts discuteront en profondeur des thématiques afin de vous proposer des pistes d'idées pour adresser des enjeux réels reliés au développement durable dans les différents secteurs de l'économie. Il est maintenant essentiel pour la croissance à long terme d'une entreprise de prendre en compte les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance. Il est aussi primordial d'encourager les entreprises à contribuer à la création d'une richesse durable pour les générations futures. Cette démarche sera bénéfique non seulement pour votre entreprise, mais aussi pour tout l'écosystème qui vous entoure. En terminant, j'aimerais remercier notre partenaire pour ce webinaire. Merci au Fonds Éco-Leader et tout cela en association avec Desjardins. Alors, bonne écoute. L'équipe du Fonds Éco-Leader de la capitale nationale est très heureuse de s'associer à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec pour présenter la série Conscience d'affaires. Cette collaboration est pour nous l'occasion de rallier nos valeurs à celles de la CCIQ, qui est de rejoindre la communauté des gens d'affaires de la région de Québec, tout en faisant de la responsabilité sociale des entreprises une priorité. La série Conscience d'affaires, c'est aussi l'occasion de montrer comment les gestionnaires d'entreprises peuvent se positionner comme des leaders et des acteurs clés dans la lutte au changement climatique. Je suis Anna-Brigitte Poveda. Et moi, Juliette Fournier, et nous vous souhaitons un bon visionnement. Bonjour et bienvenue à cette série Conscience d'affaires organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, le Fonds Éco-Leader, le Conseil régional de l'environnement, région de la capitale nationale, en collaboration avec Desjardins. Je me présente, je suis Anna-Brigitte Poveda, conseillère aux entreprises et agente du Fonds Éco-Leader de la région de la capitale nationale. Et mon rôle, c'est de soutenir les entreprises dans l'adoption de pratiques éco-responsables et de technologies propres, tout en les mettant en relation avec le financement et les experts appropriés. Et j'aimerais d'abord remercier notre partenaire expert du webinaire d'aujourd'hui, qui est l'Université Laval. Donc, on les remercie pour leur participation. Et les partenaires et moi-même sommes très heureux de présenter ce deuxième webinaire intitulé « Le développement durable, une solution aux enjeux des parcs industriels ». Et donc, l'idée de ce webinaire, en fait, ça nous est venu de la Grande Corvée 2021 de la Corporation des parcs industriels du Québec. Ils ont identifié tous les enjeux s'appliquant à leur secteur d'activité, dont certains qui touchaient à l'environnement. Et donc, ce webinaire tente d'offrir des pistes d'action en ce sens, notamment pour repenser la mobilité vers les parcs, transformer les parcs en milieu de vie ou bien encore intégrer les principes de l'économie circulaire aux opérations industrielles. Et aujourd'hui, on a un bel éventail d'invités pour nous aider à aborder ces thématiques. D'abord, Annick Gontier, directrice générale de l'organisation Mobilité, qui nous proposera des solutions axées sur la durabilité quant à l'enjeu de la mobilité vers les parcs industriels. Ensuite, nous aurons Jacinthe Roy, directrice générale et conseillère senior en développement durable au parc industriel Daniel Gaudreault de Victoriaville. Et elle présentera l'écoparc plus en profondeur et nous partagera les conditions de succès pour reproduire un modèle similaire. Et en terminant, nous entendrons Marc Journeau, professeur titulaire et responsable du Centre de recherche en comptabilité et développement durable de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Monsieur Journeau présentera quant à lui comment tirer profit du développement durable et plus spécifiquement en intégrant l'économie circulaire à ses opérations. Et donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Annick Gontier.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Annick Gontier, je suis directrice de mobilité. Puis aujourd'hui, je viens vous présenter des solutions à la problématique liée à la mobilité des employés vers les parcs industriels, principalement pour leur déplacement domicile-travail. C'est une solution qui passe par la mobilité durable. Donc, je vais vous expliquer un peu c'est quoi, pourquoi s'intéresser à ça, puis surtout comment vous pouvez l'intégrer dans vos entreprises de façon concrète pour avoir des résultats. Donc, avant de tomber dans le vif du sujet, je voulais faire une mise à niveau pour expliquer un peu c'est quoi la mobilité durable et qu'est-ce qui gravite autour de ça. Donc, il y a 3 facteurs ou 3 axes d'intervention qui vont venir influencer la mobilité durable. Le premier, c'est l'offre en transport. Donc, on peut penser à l'offre des sociétés de transport en commun, comme le RTC à Québec, mais aussi l'offre des plateformes de covoiturage qui sont disponibles sur le marché, l'offre en transport actif, donc des pistes cyclables, des trottoirs pour se déplacer de façon active. Ensuite, il y a l'aménagement du territoire qui représente les politiques puis les pratiques des différents paliers de gouvernement pour l'utilisation de leur territoire. Donc, ça peut être le schéma d'aménagement, le plan de mobilité durable qu'une ville comme Québec a adopté, la façon dont on va développer les quartiers, là, etc. Puis finalement, il y a la gestion de la demande en transport ou la gestion des déplacements. Puis c'est là qu'on va intervenir. C'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. C'est vraiment des mesures à mettre en place, des incitatifs, des programmes pour faciliter puis favoriser l'utilisation des transports alternatifs à l'auto solo. Puis c'est vraiment sur cet aspect-là là, qu'on va se concentrer parce que justement, la gestion des déplacements, c'est ce sur quoi l'employeur a du pouvoir. C'est l'élément de la mobilité durable sur lequel vous pouvez changer les choses plus concrètement, puis surtout plus rapidement. Parce que oui, comme employeur, vous pouvez aller faire du lobby auprès de la ville pour changer une politique ou améliorer des infrastructures ou encore aller voir le RTC pour modifier un parcours, mais c'est un petit peu plus long shot. Donc, si l'employeur agit en mettant lui-même en place des mesures, bien, il va grandement faciliter les déplacements de ses employés autrement que seul en voiture. Puis c'est vraiment sur cet aspect-là que je vais vous inciter à poser des gestes. Pourquoi on s'intéresserait à ça? Pour des raisons que vous connaissez déjà très bien. Donc, pour faciliter le recrutement et la rétention des employés dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, entre autres, mais aussi parce que parfois, dans les entreprises, certains employés que vous souhaitez recruter ou qui travaillent déjà chez vous n'ont pas de voiture ou carrément pas de permis. Donc, il y a une certaine urgence d'agir pour aider ces employés-là à se déplacer vers votre entreprise pour ultimement les recruter ou les garder chez vous. Mais au-delà de ça, il y a aussi un désir bien réel de la part des jeunes de diminuer l'utilisation de l'auto solo. C'est presque la moitié des milléniaux puis des Z qui ont ce désir-là. Donc, le sentiment d'urgence d'agir est peut-être un petit peu moins grand ou moins intense, mais est tout aussi important pour pérenniser l'attraction et la rétention sur le plus long terme. Bref, agir en prenant une partie de la responsabilité des déplacements des employés, c'est payant. Ces mesures-là deviennent des avantages sociaux. Puis c'est carrément comme ça qu'on le présente quand on embauche chez Mobilité. On a un abonnement corporatif chez Communauto qui représente une économie d'environ 500 $ par année pour l'employé. On rembourse une partie de la passe de bus, on donne une prime au transport actif, on a un programme de retour garanti à domicile. Bref, il y a un paquet de mesures, puis ça pèse dans la balance au moment où la personne fait son choix d'employeur. Non seulement pour les avantages financiers, mais aussi pour la facilité que ça amène. Donc, concrètement, comment vous pouvez intégrer ça dans votre entreprise? Il y a principalement 7 axes d'intervention sur lesquels vous pouvez jouer. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter 4 mesures qui sont adaptées à votre contexte. Dans les parcs industriels, on mise beaucoup sur le covoiturage. Vous avez souvent des quarts de travail à heure fixe qui facilitent grandement cette mesure-là. Donc, on va vous suggérer 2 choses. Premièrement, d'avoir un abonnement corporatif à une plateforme de covoiturage, que ce soit Netlif ou covoiturage.ca, là, qui sont principalement les deux plateformes à Québec. Parce que c'est super important que ce soit structuré, géré, organisé, parce qu'il y a beaucoup de freins au covoiturage. Puis, c'est essentiel que vous facilitiez la vie à ceux et celles qui veulent en faire. Il faut que ça soit simple, ça soit rapide, convivial, efficace pour que les gens qui veulent faire du covoiturage fassent réellement le saut. C'est le petit coup de pouce qui va les faire passer à l'action finalement. Puis en plus, vous pouvez faire du tracking, vous pouvez ajouter des contributions financières en tant qu'employeur. Donc, il y a un paquet de trucs intéressants avec ces plateformes-là. La deuxième chose qu'on propose, c'est d'avoir des cases réservées au covoiturage. Puis ça peut avoir l'air niaiseux, mais les cases réservées à côté de la porte sont très prisées, puis ça envoie un message que l'entreprise trouve ça important puis veut soutenir ce genre d'habitude-là.
Le covoiturage doit aussi venir avec une autre mesure. Ça s'appelle le programme de retour garanti à domicile. En gros, ça garantit le retour à la maison en cas d'urgence. Donc, par exemple, vous covoiturez le matin avec un collègue, puis il doit retourner rapidement chercher son enfant malade à la garderie, puis il vous laisse tout seul au travail, puis vous êtes un peu coincé. Bien, votre employeur s'engage à vous ramener à la maison sans frais, généralement en vous payant le taxi. Puis là, le gros blocage des employeurs, c'est de se dire que cette mesure-là va coûter une fortune. Bien, c'est surprenant, mais non. Parce que des réelles urgences, il n'y en a pas tant que ça dans une année. Souvent, l'employeur va aussi avoir d'autres mesures pour pallier avant de devoir payer le taxi, si jamais c'est le cas. Puis pour vous donner un exemple, pour vous rassurer, chez Desjardins à Lévis, pour 6 000 employés, c'est moins de 100 $ par année que ça leur coûte. Puis chez Industriel Alliance à Québec, pour sensiblement le même nombre d'employés, ça leur coûte un petit peu plus près de 1 000 $ par année. Fait que pour une PME, budgéter quelques centaines de dollars par année, c'est amplement suffisant. Il ne faudrait pas prévoir plus que ça. Puis c'est surtout la mesure qui fait tomber les barrières au transport alternatif, là, principalement pour le covoiturage. On le voit à travers les données qu'on a, les sondages qu'on fait. Le retour en cas d'urgence, c'est le frein qui revient constamment. Donc, quand on met cette mesure-là en place, on vient régler le problème. Bref, c'est une mesure super importante parce que ça fait toute la différence. Puis en plus, bien, c'est simple puis c'est peu coûteux. Je dis souvent que des mesures en mobilité durable, c'est pas juste de payer la passe de bus, mais ça reste un incontournable, surtout à Québec avec tout ce qui s'en vient. On dit aussi que les parcs industriels sont souvent mal desservis, mais il y a toujours quelque chose à faire, ne serait-ce que pour les employés de bureau qui ont des horaires un petit peu plus flexibles. Payer la passe de bus en partie ou en totalité, ça marche. C'est démontré que c'est un des incitatifs les plus porteurs qui entraîne le plus grand transfert modal, donc passer de l'auto-solo vers un autre mode de transport, dans ce cas-ci, le bus. Le RTC a un programme qui s'appelle l'Abonne-Bus Travailleur, qui implique à la fois l'employé et l'employeur, et évidemment le RTC. Donc, si l'employé prend une passe de bus pour l'année, donc sur 12 mois, le RTC offre un rabais de 25 % sur l'abonnement à condition que l'employeur contribue lui aussi financièrement puis paye un minimum de 10 % de la passe de bus. Puis l'employé, bien, paye la différence. Fait qu'au final, c'est quand même un rabais de 35 % pour l'employé, puis c'est très significatif comme rabais. Puis pour vous, en tant qu'employeur, bien, si vous payez une partie du laissez-passer, il y a des déductions fiscales vraiment intéressantes, comme vous pouvez le voir au tableau présentement. Je vous invite vraiment à faire des scénarios avec un pourcentage d'employés potentiels qui pourraient prendre le bus, puis mettre cette mesure-là dans votre budget, parce que ça va réellement faire une différence. Faites la promotion de ce que vous avez mis en place. On sous-estime souvent l'importance de la communication, qui est finalement le nerf de la guerre d'à peu près tout ce qu'on fait. Donc, communiquez avec vos employés pour leur annoncer l'arrivée d'une nouvelle mesure et rappeler les mesures existantes au moins une fois par année. Vous pouvez jumeler ça à des kiosques d'information et de sensibilisation, à des formations ou des conférences sur les transports alternatifs à l'auto-solo. Bref, il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour mousser les activités que vous faites chez vous. Vous pouvez aussi participer à des activités organisées, comme le défi Sans auto-solo en septembre ou encore les activités de mai, mois du vélo. C'est des compétitions amicales, il y a des prix à gagner, c'est ludique, ça ne coûte pas grand-chose, c'est le fun, c'est vraiment une belle approche, une belle initiation pour plusieurs. Avant de vous quitter, je vous invite à aller télécharger gratuitement le guide des bonnes pratiques à partir du site de mobilité pour vous inspirer, pour vous aider à mettre des mesures en place chez vous. Donc, pour chacun des axes, on vous propose en moyenne 5-6 mesures pour que vous puissiez mettre en place certaines de ces mesures-là. Donc, c'est une quarantaine de mesures qui sont expliquées, qui représentent un super bon point de départ. Il y a une description de la mesure, l'objectif qui est visé par cette mesure-là, c'est quoi ses bénéfices, les éléments à considérer, il y a des exemples de succès. Bref, je vous invite vraiment à aller le consulter pour vous guider puis surtout pour vous mettre en action. En terminant, je vous invite à consulter le site de mobilité. Il y a un paquet de trucs gratuits pour vous aider à commencer quelque part. Donc, comme je vous disais, je vous recommande chaudement le guide des bonnes pratiques. C'est gratuit, c'est un excellent point de départ. Vous pouvez aussi réserver une plage pour une consultation gratuite si vous souhaitez que ce soit un petit peu plus spécifique à votre entreprise. Donc, encore une fois, ça vous donne des outils pour vous structurer puis entamer des actions. Puis si vous voulez aller encore plus loin, bien, il y a d'autres options un petit peu plus costaudes qui existent, puis on peut vous aider là-dedans avec ce qu'on appelle un plan de gestion des déplacements, qui est la démarche la plus complète, la plus globale, la plus structurante, là, qui donne les meilleurs résultats. Donc, vous avez les coordonnées de mobilité. N'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de jaser mobilité durable avec vous. Alors, je vous dis merci et à très bientôt.
Merci beaucoup, Madame Gontier, pour votre intervention. Je suis certaine que les entrepreneurs ont maintenant plus d'outils pour encourager la mobilité active et collective chez leurs employés. Et je cède maintenant la parole à Jacinthe Roy, qui nous amène à l'écoparc industriel Daniel Gaudreault, un environnement unique où il fait bon vivre. Bonjour, ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le projet d'écoparc industriel Daniel Gaudreault de la ville de Victoriaville. Donc, je vais débuter la présentation par un bref portrait de l'écoparc industriel Daniel Gaudreault. Tout d'abord, c'est un projet, une infrastructure de la ville de Victoriaville et c'est un projet qui a été développé en collaboration avec la Corporation de développement économique de Victoriaville ainsi que la Corporation du développement durable, organisme pour lequel je travaille. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que l'écoparc industriel Daniel Gaudreault? Tout d'abord, c'est un écoparc qui a été inauguré en 2013. Il se distingue par trois éléments différents. Tout d'abord, la planification soucieuse de l'environnement. Donc, évidemment, tout le volet d'aménagement durable qui a été mis en place par la ville de Victoriaville dans cette zone-là du parc industriel. Ensuite de ça, c'est la proximité de ce parc-là à un milieu humide protégé et également l'engagement qu'on demande aux entreprises qui vont s'installer dans cette zone-là du parc industriel. Donc, notre écoparc industriel, à terme, c'est 22 terrains. On parle d'environ 1,2 million pieds carrés de disponibles pour les entreprises et également un milieu humide protégé de plus d'1 million de pieds carrés. C'est quand même des petits terrains. C'est une zone où on ne pouvait pas justement faire des plus grands terrains. C'est des terrains de 40 à 60 000 pieds carrés environ. Et on voit, là, comme sur la carte à l'écran, qu'on a 6 terrains d'occupés et plusieurs entreprises, là, parce qu'on a quand même 2 condos industriels sur ces terrains-là. Donc, la petite historique un peu, j'aime bien présenter là, comment l'écoparc industriel est né. En fait, on peut dire que c'est né d'une éco-contrainte pour devenir finalement un éco-bénéfice pour la ville de Victoriaville. En 2008, lors du développement de cette zone-là industrielle, c'était des terrains déjà qui appartenaient à la ville, qui étaient zonés pour le développement industriel. Il y a eu, lors des études nécessaires, l'identification d'un grand milieu humide qu'on pouvait évidemment pas empiéter, mais plutôt protéger. Et donc, est arrivée tout de suite après l'idée d'en faire un écoparc et on a suivi aussi plusieurs visites en France pour voir des modèles d'écoparc industriels. Et donc, le conseil municipal de la ville de Victoriaville a donné son aval et ça a pris quand même 2-3 ans de développer tout le processus, le concept, les plans avec les ingénieurs, tout ça, de l'écoparc pour finalement en faire le lancement en 2013. Et depuis 2014, on accueille des entreprises et on est vraiment dans une phase de consolidation de l'écoparc industriel. Quelque chose que j'aime bien présenter aussi, c'est la philosophie qu'on a choisie derrière notre projet. Donc, pour nous, cette zone-là industrielle, elle fait partie de 2 parcs industriels de Victoriaville. C'est vraiment une zone qui est dédiée à ce concept-là d'écoparc industriel. C'était très important pour nous d'accompagner les entreprises. On avait un peu sondé le terrain. Les entreprises du territoire étaient intéressées à aller plus loin en développement durable, mais le message qu'elles nous disaient, c'est oui, mais accompagnez-nous. Donc, nous, le volet accompagnement est très important. On a aussi fait le choix de ne pas être trop coercitif. Donc, il y a toujours la balance à voir ce qu'on veut être, ce qu'on met dans le règlement ou pas. Donc, nous, on a fait un choix d'aller beaucoup plus vers l'accompagnement, la sensibilisation que mettre beaucoup de choses réglementaires. Aussi, un point, ça a été de s'adapter beaucoup à la réalité des entreprises. Nous, à Victoriaville, on a quand même un tissu avec beaucoup de très petites PME. Donc, c'était certain qu'on ne pouvait pas aller d'entrée de jeu demander une certification LEED pour un bâtiment. Ce n'est pas le type de clientèle d'entreprise qu'on a sur notre territoire. Donc, il fallait s'adapter à cette réalité-là. Un souci qu'on avait aussi, c'était de ne pas créer seulement une vitrine verte. Donc, on ne voulait pas seulement qu'on rentre dans l'écoparc, waouh, c'est beau, il y a une piste cyclable, c'est vert, les entreprises mettent plein d'arbres sur leur terrain. On voulait aller plus loin, puis justement s'assurer, est-ce que les entreprises ont quand même un engagement en développement durable? Est-ce qu'ils font d'autres choses à part seulement l'extérieur qui peut être beau? Et ultimement aussi, créer un esprit de communauté, donc d'entreprises leaders, puis qui ont un souci d'intégrer le développement durable. Je vous présente un peu là, les grandes lignes des caractéristiques. Puis je vais vous les présenter sous les 3 sphères du développement durable. Donc, sous la sphère économique, l'écoparc industriel ou les autres parcs industriels de Victoriaville, ça ne change rien. L'objectif, c'est toujours de mettre en place des conditions favorables à la performance d'entreprise à un coût abordable avec l'accompagnement des commissaires industriels, etc. Donc, c'est la même chose dans l'écoparc. Au niveau de l'environnement, qu'est-ce qui distingue notre écoparc? Bien évidemment, je parlais d'un grand milieu naturel qui est préservé, donc ça donne quand même toute une autre touche à cette zone-là industrielle. Et il y a plusieurs choses qu'on a mis en place, dont par exemple l'éclairage éco-énergétique, la meilleure gestion des eaux de pluie. Là, il faut se rappeler que nous, quand on a développé l'écoparc, ce n'était pas encore les normes au niveau des eaux de pluie qui étaient mises en place. Donc, à ce moment-là, c'était un laboratoire pour nous de tester ça, mettre des tranchées drainantes de chaque côté
de la rue. Il y a le volet de densification qui était très important aussi. Encore là, il faut revenir quelques années en arrière, là, où ce n'était pas encore des pratiques de plus en plus communes. Réduit beaucoup la largeur d'une rue versus nos rues plus traditionnelles ou de plus longue date dans nos parcs industriels. Donc, vraiment densifier, ramener les bâtiments, la marge de recul, ramener beaucoup la marge de recul vers l'avant. Donc, dans l'objectif d'utiliser mieux le territoire, évidemment. Ensuite de ça, il y a tous les aspects qui ont été mis en place plus au niveau du bien-être de la collectivité, un peu le volet social du développement durable. Ce qu'on souhaite avec notre écoparc, c'est vraiment créer un milieu de vie différent et pas seulement ce qu'on voit beaucoup au Québec, là, de plus ancien, les parcs industriels, les grandes rues asphaltées, aucun milieu de vie, personne ne passe là en vélo. Bien, c'est l'inverse qu'on voulait faire avec l'écoparc. C'est ce qu'on avait vu beaucoup dans des modèles, justement, en France. Donc, on a intégré une piste cyclable qui est connectée au réseau cyclable de la ville de Victoriaville. On a mis aussi une aire de repos qui est disponible pour la population. Encore là, c'était une première fois pour la ville de Victoriaville d'avoir une aire de repos dans une zone industrielle. On a également mis en place un sentier d'interprétation éco-industrielle, c'est-à-dire qu'on veut que les gens aient circulé, se promener dans cette zone-là de la ville. Et on a mis en place des panneaux d'interprétation qui présentent les entreprises qui sont dans l'écoparc, mais qui vont présenter aussi les bienfaits d'un milieu humide, qu'est-ce que l'écoparc, etc. Ensuite de ça, on a vu ce que la ville a mis en place. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande aux entreprises qui s'implantent dans l'écoparc? Donc, l'engagement de l'entreprise. Donc, nous, on a opté pour la mise en place d'un cahier des charges qui va être joint finalement lors du contrat de vente de terrain. Et dans ce cahier de charges-là, on a listé les différentes exigences qu'on demande aux entreprises. Donc, il y a évidemment une lettre d'engagement. Et ensuite de ça, il y a toutes les exigences au niveau du bâtiment durable, architecture, aménagement extérieur et au niveau des pratiques d'affaires. Donc, au niveau du bâtiment, sans aller tout dans le détail, grosso modo, nous, on a fait, il y a certains éléments qu'on va exiger. C'est des choses qui aujourd'hui, là, encore là, on revient quelques années en arrière, c'était peut-être un peu plus nouveau, mais aujourd'hui, ça devient pas mal une norme. Mais on exige, oui, qu'il y ait une douche, toute la robinetterie à faible débit d'eau, etc. La douche, pour promouvoir le transport actif, que les employés puissent aller s'entraîner sur l'heure du midi s'ils le souhaitent. Il y a certaines choses qu'on oblige, mais le restant, on est beaucoup encore dans une approche d'accompagnement de sensibilisation. Donc, l'entreprise doit participer à un coaching avec un architecte externe spécialisé en bâtiment durable que nous, on engage finalement. Et c'est de prendre le temps, puis c'est une portion qu'on trouve importante, c'est de prendre le temps de bien définir le projet avant que ce soit déjà rendu sur les plans de l'architecte et de prendre le temps de comprendre qu'est-ce que je pourrais mettre en place au niveau des concepts de bâtiment durable. Donc, on est vraiment dans la sensibilisation des promoteurs et c'est hyper intéressant. On l'a vu encore récemment lors d'un accompagnement. L'entreprise avait déjà fait les plans pour la salle la partie usine de l'entreprise, puis il n'y avait pas mis de fenêtres. Bon, mais là, c'est là qu'on était intervenu. Ça serait peut-être intéressant de mettre des fenêtres. Ce n'est pas nécessairement plus coûteux. Il y avoir toute la lumière naturelle pour les employés. Plus de bénéfices au niveau de la productivité des employés, attraction, rétention des employés, etc. Donc, on vient agir à ce niveau-là. Même chose, on a 2 entreprises qui ont mis des murs solaires. On n'oblige pas qu'il y ait un mur solaire. Toutefois, c'est justement lors du coaching sur le bâtiment durable qu'on a pu en discuter, qu'on a pu dire qu'il y a des subventions par rapport à ça et qu'ensuite, l'entreprise a fait le travail avec ses ingénieurs puis ont vu que le retour sur investissement est intéressant. Donc, on mise beaucoup sur cette façon-là de travailler pour ce qu'on exige dans les bâtiments. Ensuite de ça, au niveau de l'architecture, ce qu'on exige, nous, on a mis en place une servitude d'aspect. Pour la ville de Victoriaville, c'est la première fois qu'il y avait une servitude d'aspect imposée au niveau industriel. Ça s'est super bien passé. L'idée, c'est vraiment d'avoir des balises architecturales. Encore là, on est un milieu, il est plus densifié, la rue est plus étroite, avec toute la forêt qui est préservée. On a jugé que ce serait intéressant d'avoir une plus belle harmonie entre les différents bâtiments. Et on le voit aussi à l'écran que malgré tout, chaque entreprise peut avoir sa touche personnalisée tout en ayant certaines balises à respecter. Et puis, pour l'entreprise aussi, ça peut être un meilleur investissement à long terme pour la revente du bâtiment, etc. Au niveau de l'aménagement extérieur, il y a différentes choses qu'on va demander, d'avoir un espace de repos pour les employés. Ça, c'est peut-être un volet justement un peu plus social du développement durable, d'avoir un support à vélo, de préserver le plus possible des arbres lors de la construction et si ce n'est pas possible, d'avoir un plan de reboisement. Donc, on va accompagner à ce niveau-là l'entreprise. Et puis, le dernier volet qu'on va travailler avec l'entreprise qui s'installe dans l'écoparc, c'est le volet, quand on disait on ne veut pas seulement être une vitrine verte, c'est justement le volet sur les pratiques d'affaires plus éco-responsables. Donc, ce qu'on a fait quand on a créé l'écoparc industriel Daniel Godreau, on a également créé un programme d'accompagnement en développement durable qui s'appelle la démarche des 2. C'est un programme d'accompagnement qui est obligatoire pour les entreprises qui s'installent dans la zone de l'écoparc industriel, mais qui est disponible aussi pour toute autre entreprise, non seulement de la ville de Victoriaville, mais avec le temps, on a élargi ce programme-là sur 2 territoires avec
d'autres partenaires, dont la SADC, pour toute entreprise des MRC d'Arthabasca et de l'érable. Donc, qu'est-ce que ce programme d'accompagnement-là? En fait, nous, on a développé à l'époque avec un consultant externe un accompagnement qui permettait d'évaluer selon des enjeux et qu'on s'est inspiré de la norme BNQ 21000, qui est une norme pour aider les entreprises à intégrer le développement durable dans leur pratique d'affaires. Donc, en gros, notre équipe de conseillers en développement durable, justement, dans la Corporation du développement durable, on est un des partenaires, on va accompagner les entreprises et il y a 3 grandes étapes. Donc, on va d'abord poser un diagnostic selon 12 enjeux du développement durable au niveau de gestion de matières résiduelles, gestion de l'eau, conditions de travail, approvisionnement responsable, etc., pour voir où se situe l'entreprise dans ses pratiques d'affaires au niveau du développement durable. Ensuite, deuxième étape, on va travailler un plan d'action qu'on va leur proposer. Donc, vraiment, où sont les pistes d'amélioration pour être plus éco-responsables. Et ensuite de ça, notre programme nous vient avec une attestation régionale. Ce n'est pas une certification, c'est vraiment un programme régional, une attestation. L'attestation, ça dit qu'effectivement, l'entreprise s'est engagée en développement durable, l'entreprise a un plan d'action et nous, on suit ces entreprises-là. Donc, d'année en année, on fait un suivi chaque année pour voir si l'entreprise a mis en place certaines actions et l'entreprise doit aussi renouveler son attestation aux 3 ans. Donc, on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue et notre philosophie, c'est beaucoup d'accompagner les entreprises, mais un pas à la fois, une action à la fois. Il n'y a pas un nombre d'actions à mettre en place ou autre. On s'adapte vraiment à chacune des réalités d'entreprise. On a une entreprise avec 3 employés, 30 employés. Ça peut être très différent aussi d'une entreprise à l'autre. Donc, ça fait le tour de qu'est-ce que l'écoparc industriel, là, vraiment, en quelques mots. Je vous partage quelques réflexions qui pourraient vous intéresser si votre territoire ou le parc industriel pour lequel vous travaillez aimerait mettre en place un écoparc industriel ou des pratiques d'écoparc industriel. Je vais d'abord vous partager nos bons coups. Donc, ce qu'on juge là, à travers nos quelques années d'existence du projet, ça a été de développer notre modèle selon notre réalité. Hein, parce que souvent, on se faisait poser des questions, pourquoi vous n'êtes pas un technopôle? Pour nous, notre réalité à Victoriaville, ce n'était pas pertinent d'avoir un parc industriel vraiment thématique dans une thématique. Ce n'était pas ça le besoin. Donc, vraiment, s'adapter à notre réalité. Le volet accompagnement, je pense que ça a été quelque chose qu'on a ciblé dès le départ puis qu'on a vu juste, puis il faut accompagner beaucoup, il faut beaucoup parler, rencontrer les gens, démontrer les bénéfices. Donc, le volet accompagnement est très important. Pour la ville de Victoriaville, ultimement, ça a permis de créer une belle carte de visite aussi, une belle fierté régionale. On a reçu de nombreuses délégations de différentes municipalités, différentes régions du Québec, même de l'extérieur, pour venir visiter notre écoparc puis partager notre expertise. Puis c'est la même chose qu'on avait fait, nous, quand on en avait visité plusieurs en France, entre autres. L'écoparc aussi, pour nous, c'est un laboratoire, fait que ça nous a permis de tester des nouvelles pratiques, puis ça nous permet encore de tester des nouvelles pratiques aujourd'hui. Fait que c'est le fun, c'est un terrain de jeu finalement lié au développement durable. Dans nos bons coups, pour nous, si on voit le programme d'accompagnement en développement durable, là, qui est un beau plus de notre projet. Et quelque chose aussi qu'on voit qui nous permet d'atteindre nos objectifs aujourd'hui, c'est que les décideurs derrière le projet, les gens au niveau de la municipalité, tout ça, ont toujours adhéré à cette vision-là qui doit être une vision à moyen et long terme. On ne peut pas penser à court terme parce que aujourd'hui, ça fait quand même depuis 2014 qu'on a lancé EcoParc, là, on a 6 terrains d'occupés sur 22. Fait que, ça a été quand même 2 ans qu'on en avait juste un, donc il faut être patient, il faut voir le long terme dans ce projet-là. C'est ça qui va être payant. Je pense que c'est aussi des conseils qu'on avait eus de parcs qui existent depuis 20 ans, par exemple, en France. Donc, dans nos bons coups, voilà. Ensuite, dans nos défis, parce que comme tout projet, on a évidemment nos défis nous aussi, on a toujours à démystifier l'écoparc. Ça s'améliore avec le temps, mais au début, là, dans les premières années, des gens d'affaires disaient « Ah oui, mais allez pas vous installer là, c'est trop cher. » Non, c'est pas plus cher, on accompagne, on est là. Donc, il y a beaucoup de communication à faire au niveau du projet, de présenter les avantages. Oui, OK, installer une douche, mais il peut y avoir des avantages aussi pour les employés au niveau de la luminosité dans une entreprise peut augmenter la productivité. Donc, de prendre le temps de présenter ça, c'est quelque chose qu'on a toujours à travailler finalement. Il faut être patient, ça fait un peu référence à avoir la vision à long terme. Donc, il y a un point à ce niveau-là. Évaluer et adapter notre projet en continu, là, je pense un peu comme n'importe quel projet, mais à chaque certain nombre d'années, on est dû pour revoir notre cahier des charges. Peut-être quelque chose au début qu'on n'exigeait pas devient une norme aujourd'hui. Je donne un exemple, on n'exige pas encore qu'il y ait des bornes électriques, mais on exige que le branchement soit mis en place. Mais peut-être que dans 2 ans, on va passer à mais maintenant, on l'exige, l'installation des bornes électriques. Et un des défis qu'on a aussi quand même au quotidien, c'est de trouver l'équilibre. Qu'est-ce qu'on rend obligatoire versus qu'est-ce qu'on
on va être plus souple, mais quand on est plus souple, il peut y avoir des inconvénients, il peut y avoir un mouton noir dans la gang, mais nous, on préfère encore beaucoup travailler de cette façon-là. On va sensibiliser les gens, puis les gens adhèrent, la très grande majorité des gens adhèrent au projet, là, donc c'est pas un souci, mais ça peut quand même être un défi dans le temps. Et je termine avec quelques recommandations si c'est un projet, un exemple de projet que vous aimeriez mettre en place. Donc, évidemment, je l'ai dit à 2 reprises, bâtir un projet avec une vision long terme, obtenir l'adhésion des élus, ça va de soi, se faire accompagner par des experts externes. On a plusieurs gens qui nous ont aidés de l'externe. Bien identifier les besoins auxquels va répondre votre projet. S'inspirer de d'autres modèles, là, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très payant de voir différents modèles, d'échanger avec les gens qui ont mis ça en place, les gens qui gèrent ces parcs industriels-là aussi, puis de les adapter d'adapter le projet selon vos besoins. D'allouer des ressources humaines et financières. Encore là, nous autres, par exemple, l'accompagnement est important, mais il faut mettre des ressources financières dans ça chaque année. Et aussi, là, prendre le temps de sensibiliser, communiquer. Il y a un bout à faire là-dessus, puis il ne faut pas le sous-estimer aussi. C'est important de bien communiquer des projets, justement, avoir des nouvelles pratiques à mettre en place pour démystifier cela. Donc, ça fait le tour d'une présentation très brève sur l'écoparc industriel Daniel Gaudreault. N'hésitez pas à me contacter là, à la Corporation du développement durable. Sur notre site web, vous allez trouver les coordonnées si vous avez des questions. Ça me fait toujours plaisir de partager l'expertise, l'expérience, c'est-à-dire aussi de la Ville de Victoriaville par rapport à cet écoparc-là. Et je remercie les gens de la Chambre de commerce de Québec et du Fonds écolideur à Québec aussi de l'invitation pour partager ce projet-là avec vous aujourd'hui. Bonne journée. Merci, Mme Roy, pour cette incursion dans un écoparc. On comprend vraiment mieux comment les parcs industriels peuvent devenir des milieux de vie dynamiques et surtout durables. Et je cède finalement la parole à M. Marc Journeau. Il nous expliquera comment intégrer l'économie circulaire au processus industriel et surtout comment en tirer profit. Alors bonjour, merci beaucoup de me recevoir pour ce séminaire. Ça fait vraiment plaisir d'être ici là, pour vous parler de ma passion qui est le développement durable dans les organisations. Donc, en fait, j'ai passablement d'expérience et d'accompagnement que j'ai fait dans le passé avec toutes sortes d'entreprises, de toutes tailles, de toutes sortes d'organisations. Il y a des grandes lignes là, qu'on peut tirer là, de l'intégration du développement durable dans les organisations. Puis c'est ça que je veux parler dans les prochaines minutes avec vous. Donc, comment finalement l'intégration de l'économie circulaire et plus spécifiquement du développement durable dans les organisations, ça peut permettre d'accroître la rentabilité, d'accroître les profits et la performance des organisations. Donc, c'est ce qui va nous préoccuper dans les prochaines minutes. Donc, si tout de suite on rentre dans le vif du sujet, et la principale question qu'on va regarder ensemble, c'est de quelle façon le développement durable peut contribuer à créer de la valeur et de la rentabilité dans l'entreprise. Et souvent, le premier réflexe qu'on a lorsqu'on se préoccupe des enjeux environnementaux et sociaux, c'est de se dire, oui, ça c'est intéressant, c'est même probablement très important avec tout ce qu'on vit présentement, mais l'enjeu qu'on peut avoir, c'est de dire, oui, mais probablement que c'est un coût additionnel. Hein, ça demande en fait un effort additionnel dans l'entreprise, puis on va le faire, mais seulement si on a les moyens de le faire. J'aimerais peut-être commencer en vous disant qu'on pourrait démystifier ça un peu, cette histoire-là de coûts, et qu'en fait, le développement durable peut non seulement ne pas être plus coûteux pour l'entreprise, mais pourrait être éventuellement même permettre de réduire les coûts de votre organisation. Donc, ce sera la première thématique que nous allons regarder, mais on va voir aussi que le développement durable peut permettre d'accroître la valeur et la rentabilité de l'entreprise dans d'autres sphères, comme accroître ses revenus, améliorer son image de marque et satisfaire ses parties prenantes. Donc, débutons par les coûts. Donc, réduire les coûts. De quelle façon, finalement, l'économie circulaire au sens large, mais aussi, donc, plus spécifiquement, le développement durable peut permettre de réduire les coûts de vos organisations, de vos entreprises. Lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on pense au développement durable de façon générale, on a certains réflexes. Hein. On pense, par exemple, à l'énergie, à nos déchets, aux déchets qu'on génère. Parfois, dans certaines entreprises, on peut penser à la consommation d'eau. Et lorsqu'on se met à réfléchir aux coûts associés à ces éléments-là, bien, on va regarder probablement notre facturation, puis les coûts directs là, qu'on engendre lorsqu'on consomme ces différentes, l'énergie ou l'eau, ou lorsqu'on génère les déchets, donc le coût de traitement de ces déchets-là en question. La problématique qu'on a très souvent à cet égard, c'est qu'on omet un certain nombre de coûts. Pourquoi on les omet? C'est parce qu'on ne les voit pas vraiment. Ils sont dans l'entreprise, ces coûts-là, mais ils sont un peu cachés, en fait, à travers les états financiers, puis à travers plutôt vos opérations classiques que vous êtes en train de faire.
Et ces coûts, ce sont des coûts environnementaux et sociaux qui existent au sein de votre entreprise, bien, tant aussi longtemps qu'on ne les voit pas, qu'on ne les met pas en lumière, bien, ça devient difficile d'agir puis évidemment de changer les façons de faire. Alors, tout comme pour une démarche qualité où finalement on prend une paire de lunettes qualité puis on regarde finalement ce qu'on est en train de faire dans l'organisation, bien, on peut faire la même chose avec le développement durable. Donc, en prenant cette paire de lunettes-là, ça nous permet de voir de nouvelles choses qu'on ne voyait pas, peut-être pas dans le passé, avec finalement d'autres paires de lunettes. Donc, je donne un exemple. Donc, dans l'entreprise de Vinci, que vous connaissez peut-être, bien, en fait, dans cette entreprise-là, on utilisait une peinture chimique pour venir peindre les cadres de vélo. Cette peinture avait un certain coût d'achat, bien entendu, mais qui est dans le fond le coût visible, le coût direct. Mais il y avait une foule de coûts finalement indirects et cachés qui étaient associés au fait d'utiliser cette peinture-là chimique pour peindre les cadres du vélo. Parmi ces coûts un peu cachés, bien, le fait d'être un produit chimique fait en sorte qu'on doit mettre en place des mesures de sécurité, notamment de l'utilisation de masques, d'avoir une chambre de peinture finalement dans laquelle on vient sécuriser et capter finalement les émanations toxiques qui sont ensuite filtrées et envoyées à l'extérieur de l'usine. On doit également avoir des normes de sécurité à l'intérieur de ce périmètre-là, donc de donner de la formation supplémentaire aux employés qui doivent manipuler cette peinture. Par la suite, cette peinture-là doit aussi être, les pots de peinture et tout ça doivent être récupérés et disposés de façon sécurisée par une entreprise spécialisée, donc qui entraîne des coûts supplémentaires. Et donc, tous ces coûts cachés-là, plus ou moins visibles directement, bien, si on se met à les additionner, on se rend compte que l'utilisation de cette peinture à base chimique est relativement chère. Elle coûte beaucoup plus cher, finalement, que son simple coût d'achat, qui était la portion visible du iceberg qu'on voyait dans l'image tout à l'heure. Donc, l'entreprise s'est mise à réfléchir, à se dire, bien, de quelle façon, finalement, on pourrait modifier notre procédé pour pouvoir réduire ces fameux coûts-là, puis tout en étant aussi efficace. Donc, elles ont mis en place, évidemment, un peu de recherche et développement là-dessus, et ils ont fini par trouver une façon de développer une peinture électrostatique qui, par effet finalement de magnétisme, vient se coller sur les cadres. Premièrement, cette peinture-là n'était pas chimique, donc on venait sauver tous les éléments d'équipement puis de mesures de sécurité qu'on devait mettre en place pour gérer cette peinture chimique-là. Puis également, bien, l'autre effet finalement indirect de ça, il y en avait deux. Donc le premier, c'était de pouvoir récupérer cette peinture qui était sous forme de poudre. Là, lorsqu'on pulvérise cette peinture-là, finalement, la partie non utilisée qui tombe par terre, on peut la récupérer, la balayer, la récupérer et la réutiliser, ce qui n'était pas possible de faire avec une peinture liquide, évidemment. L'autre gain indirect, c'est qu'on devait utiliser des solvants chimiques pour nettoyer les équipements de pulvérisation de la peinture chimique, alors que l'utilisation d'une peinture en poudre non chimique, non toxique, bien évidemment, ne nécessite plus, finalement, l'utilisation de ce solvant chimique-là. Donc, voyez-vous, à la fin, cette entreprise-là a pu sauver plus de 82 000 par année. La plupart de ces coûts-là étant des coûts indirects, les fameux coûts cachés, là, qui étaient finalement au-delà du simple coût d'achat de la peinture. Donc, je trouve que cet exemple-là est bien parlant parce qu'il vous montre à quel point, finalement, en utilisant une paire de lunettes différentes, mais on est capable, finalement, de voir des enjeux économiques qui étaient au sein de l'entreprise et puis de changer les façons de faire, d'innover pour, finalement, pouvoir réduire les coûts de l'organisation. Je pourrais vous parler rapidement de plein d'exemples. Hein. J'ai accompagné une foule d'entreprises dans le passé et dans pratiquement tous les cas, finalement, on a pu innover et changer les façons de faire. Dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que même dans le secteur des services, hein, dans un restaurant, l'application des principes d'économie circulaire et de développement durable bien, permettent de réduire des coûts. Dans ce cas-ci, en travaillant sur le secteur énergétique, donc en mettant en place un système de géothermie, de récupération de chaleur, de fenêtres chauffantes, etc., bien, on a pu économiser énormément d'argent et, bien sûr, réduire l'empreinte écologique, tout en plus ici en améliorant les conditions de travail parce que, je vous épargne les détails, mais dans cette cuisine-là, on utilisait des fours à pizza qui étaient chauffés à haute température, mais peu utilisés. Donc, en changeant nos façons de faire, en investissant plutôt dans des petits fours individuels, bien, ça faisait en sorte qu'on chauffait uniquement le volume nécessaire pour faire les pizzas demandées. Et donc, on avait beaucoup moins de chaleur, finalement, qui était dégagée dans la cuisine, ce qui améliorait, dans ce cas-ci, les conditions de travail des employés. Un dernier exemple, peut-être, c'est le fromage du Perron. Donc, dans ce cas-ci, on a travaillé sur l'eau.
Donc, une fromagerie consomme énormément d'eau, notamment pour nettoyer les cuves. Et puis, donc, comme elle est soumise, les fromageries sont soumises finalement à des règles sanitaires très strictes, bien, ce nettoyage-là est à grande fréquence. Donc, dans ce cas-ci, la fromagerie Perron s'est posé la question de savoir de quelle façon on pourrait réduire la consommation d'eau, ce qui n'était pas plus ou moins possible de faire. Donc, le deuxième réflexe était de se dire, OK, est-ce qu'on peut récupérer notre eau pour, au lieu de prendre de l'eau de la municipalité à chaque fois, donc de toujours réutiliser notre même eau. Donc, il a réussi à mettre un système de circuit en boucle fermée pour la consommation d'eau, faisant en sorte qu'ils ont pu économiser une trentaine de mille dollars de dollars par année et de réduire la consommation d'eau vierge de 83 Puis là, vous allez vous dire, ouais, OK, mais c'est des gros investissements, tout ça. Mais voyez-vous, le petit DR sur la slide ici, donc délai de récupération, était de 30 mois. Donc, moins de 3 ans de récupération dans un domaine où, on sait au Québec, notre eau, on ne la paie pas très cher. Donc, imaginez dans le futur, si le prix de l'eau augmente, dans quelle mesure la fromagerie Perron va économiser des coûts futurs et aussi accroître sa compétitivité, puisque les autres fromageries qui n'auront pas mis en place ce genre de mesures, bien, eux vont payer 100 de l'augmentation de la taxe sur l'eau, alors qu'eux vont évidemment seulement absorber une hausse de 17 de ce nouveau coût à la hausse de ces coûts de l'eau. Maintenant, si je résume ce que je viens de vous dire sur la réduction des coûts, c'est quoi les réflexes qu'on devrait développer pour réduire nos coûts associés au développement durable? Comment bénéficier finalement de cette réduction de coûts-là associée au développement durable? En fait, on va appliquer un petit outil très simple qui s'appelle l'outil des 3 R. Donc, réduire, réutiliser et recycler, des mots que vous connaissez probablement déjà. Et ce qui est intéressant avec ce petit outil-là, c'est qu'il y a un des R plus payants que d'autres. Dans ce cas-ci, le R le plus payant, c'est toujours de réduire. Ce qu'on ne consomme pas ne coûte rien. Donc, ce qu'on devrait toujours tenter de faire au départ, c'est de tenter de réduire. Est-ce que c'est possible de réduire la consommation d'eau? Est-ce que c'est possible de réduire notre consommation énergétique? Est-ce que c'est possible de réduire la consommation de notre matière? Et ainsi de suite. Ce sera toujours le R le plus payant. Dans un deuxième temps, si on n'est pas capable de réduire, la deuxième étape, ce serait de réutiliser. Donc, on achète quelque chose une fois, mais on la consomme plusieurs fois, plus longtemps. Donc, évidemment, on réduit finalement le nombre d'achats qu'on doit effectuer au départ. Ce deuxième R-là est vraiment aussi intéressant. On va prendre l'exemple de la fromagerie Perron. Bien, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réutilisé leur eau plusieurs fois, ce qui a fait en sorte, évidemment, d'économiser une quantité importante de coûts associés à la consommation d'eau. Finalement, si on n'est pas capable de réduire et de réutiliser, bien, le troisième R le plus intéressant, le plus payant, ce serait recycler. C'est cependant l'action la moins payante, bien souvent. Donc, c'est sûr que si on pense en termes de développement durable, en termes de recyclage, c'est peut-être pas là où vous allez en tirer le maximum de profit. C'est pour ça que je vous invite à réfléchir en amont et de penser en termes de réduction et de réutilisation avant, évidemment, de penser au recyclage, qui est quand même, évidemment, mieux que de ne rien faire, mais qui est certainement le R le moins payant. Non seulement l'économie circulaire et le développement durable peut permettre à votre organisation de réduire ses coûts, mais ça peut aussi lui permettre d'accroître ses revenus. Donc, il y a 3 grandes thématiques d'accroissement de revenus potentiels pour les organisations. La première étant de développer un produit ou un service, bien sûr, qui va répondre aux besoins grandissants de la clientèle en termes de développement durable. Donc, ça peut être des produits, évidemment, recyclables, des produits à base écologique, des produits biologiques, des produits à faible émission carbone, des produits qui consomment moins d'énergie, et ainsi de suite. Donc, évidemment, cette demande s'accroît avec le temps et, évidemment, ça devient des opportunités d'affaires pour les organisations de saisir, de répondre, finalement, à ces besoins et à ces demandes. Deuxième grande catégorie, bien, c'est de tirer profit de vos sous-produits, donc des fameux déchets, donc le recyclage que je vous parlais tout à l'heure. On pourrait le valoriser ici, donc de vendre vos déchets à une autre entreprise. Donc, on est vraiment dans cette logique d'économie circulaire où finalement l'extrant de l'un devient l'intrant de l'autre. Et à ce moment-là, bien évidemment, on en tire un revenu au lieu de tout simplement envoyer ces matières recyclables finalement à une entreprise qui va le recycler. Donc, il y a beaucoup de marchés qui sont en train de se développer au Québec dans ce domaine-là. Le plus connu étant certainement le carton. Un autre étant la sciure de bois. Donc, au Québec, la sciure de bois a un grand marché et il y a beaucoup de potentiel. Mais je vous invite à réfléchir à d'autres possibilités avec vos extraits. Il y a de plus en plus
de symbiose industrielle qui est en train de se développer au Québec, c'est-à-dire qu'on tente de connecter finalement les matières rejetées par les entreprises avec des besoins d'autres entreprises en termes d'intrants et de pouvoir développer un marché pour ça. Donc, je vous invite évidemment à réfléchir aux possibilités associées à vos matières rejetées. Troisième grande possibilité, bien, en fait, c'est de s'inscrire dans une démarche de développement durable, va peut-être vous permettre d'avoir accès à certains marchés pour lesquels vous ne pourriez pas avoir accès si vous n'êtes pas dans cette perspective environnementale et sociale-là. On va penser aux grands donneurs d'ordre comme les municipalités ou les gouvernements qui de plus en plus intègrent dans leurs critères d'achat des critères environnementaux et sociaux. Donc, je vous dirais que maintenant, il y a de plus en plus d'industries qui sont assujetties à ces critères-là. Et puis, bien, il faut se poser la question de savoir est-ce que je vais pouvoir encore fonctionner et avoir accès à des marchés dans le futur si je ne m'inscris pas dans une démarche de développement durable. On est vraiment rendu là maintenant dans la réflexion. Donc, quelques exemples rapidement d'entreprises là, qui ont pu tirer profit de la mise en place d'économies circulaires et de développement durable dans leur organisation. Bien, la compagnie Attitude, que vous connaissez certainement, qui vend des produits d'entretien écologiques à travers le monde, maintenant dans plus de 60 pays. Je pourrais parler de Maillot Industrie, qui est situé dans Lanaudière. Et Maillot Industrie vend des vérins. Donc, fabrique et vend des vérins qui sont utilisés là, pour faire monter les bennes de camions. On peut voir l'image là, sur la slide ici. Ce qui est intéressant avec le développement durable, c'est qu'on peut aussi repenser notre modèle d'affaires. Et c'est exactement ce que Maillot Industrie a fait ici, en utilisant une technique qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. Donc, Maillot Industrie, au lieu de vendre des vérins, maintenant, vend l'usage des vérins, c'est-à-dire que c'est une sorte de service qu'ils vont vendre et non finalement le produit. Donc, ils vont vendre une location de vérins pendant un certain nombre de mois ou d'années. Et pendant tout ce temps-là, l'entreprise va assurer son entretien, va assurer son remplacement, etc. L'intérêt de travailler sur une économie de fonctionnalité, sur la vente d'un usage et non d'un produit, c'est que ça devient très intéressant pour l'entreprise d'améliorer la qualité de ses produits, de faire en sorte qu'ils durent plus longtemps. Et plus la durabilité du produit va être grande, bien moins ils auront besoin de remplacer les vérins et plus la rentabilité sera grande. L'intérêt pour le client, c'est que c'est un clé en main, donc il n'y a pas besoin d'avoir une expertise et de faire l'entretien eux-mêmes des vérins. Puis en plus, s'il y a une économie de coût pour le fournisseur, en termes d'amélioration de la qualité et de la durabilité des produits, bien, cette rentabilité-là peut être en partie transmise au client qui, lui aussi, va bénéficier finalement d'un rabais de coût sur l'utilisation de ces vérins. Donc, un bel exemple ici où, encore une fois, non seulement l'économie circulaire et le développement durable peuvent accroître vos revenus, mais peuvent aussi vous aider à repenser finalement vos façons de faire pour innover et vous démarquer de la concurrence. Dernier exemple, Loop, que vous connaissez certainement, qui est une entreprise montréalaise qui s'inscrit carrément dans cette idée d'économie circulaire, où, dans le fond, elle récupère les rejets des grands distributeurs de fruits et légumes de Montréal pour en faire des produits, donc des jus, des savons, des bières, etc. Donc, encore une fois, un nouveau modèle d'affaires qui permet de tirer profit du développement durable, puis de répondre aussi à un besoin grandissant de la clientèle. Troisième élément que le développement durable et l'économie circulaire peut apporter à votre organisation, c'est évidemment l'impact sur votre réputation et votre image de marque. Et donc, je pense que c'est assez évident, je n'ai pas besoin de m'étendre trop longtemps sur ce sujet-là. Les questions que je pose toujours, c'est de savoir ça prend combien de temps à construire votre image de marque. Puis la réponse, c'est probablement de se dire qu'on est toujours en construction. C'est un travail qui ne se termine jamais. Maintenant, l'autre question que je pourrais vous poser, c'est ça prend combien de temps à détruire votre image de marque? Et lorsque j'ai commencé à enseigner il y a quelques années, on se disait une journée ou deux, le temps que les nouvelles s'emparent, que les journaux s'emparent des nouvelles et fassent le tour du monde. Aujourd'hui, on pourrait dire un tweet, la vitesse de vos pouces pour faire un Twitter, et quelques secondes plus tard, le monde entier le sait. Donc, votre image de marque et votre réputation, c'est probablement l'actif le plus précieux que vous avez avec vos employés. Donc, il faut en prendre soin. Et dans un contexte où la communauté de façon générale, la société, les clients se préoccupent des enjeux de développement durable, bien, il faut se poser vraiment la question de savoir si votre organisation ne se préoccupe pas d'enjeux environnementaux ou sociaux, quels sont les risques à sa réputation et à son image de marque. À l'inverse,
profiter du développement durable peut aider à conforter votre position stratégique, renforcer votre image de marque et votre réputation, puis éventuellement, peut-être, accroître vos revenus grâce à de la différenciation, grâce à un positionnement stratégique qui va être bienfaiteur pour votre organisation. Dernier élément de ma présentation d'aujourd'hui, c'est que le développement durable peut non seulement réduire vos coûts, accroître vos revenus et améliorer votre image de marque, mais aussi peut permettre de satisfaire une foule de parties prenantes. Et pourquoi c'est important de se préoccuper de ces parties prenantes? C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de personnes dans la société qui se préoccupent des enjeux environnementaux et sociaux. Et ils ont des attentes envers vous, ils ont des besoins également. Et donc, c'est important pour votre organisation de comprendre qui sont ces parties prenantes-là et qu'est-ce qu'ils veulent, quelles sont leurs attentes, mais aussi qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter dans votre organisation. Parce qu'ils ont des expériences, ils ont des expertises. Ils peuvent peut-être même contribuer, finalement, à développer votre stratégie de développement durable au sein de votre organisation. Donc ici, ce que je présente sur cette slide, c'est les 8 grands groupes de parties prenantes qui peuvent graviter autour de votre organisation. Je pourrais prendre évidemment le temps de toutes vous les décrire, mais je vais m'arrêter peut-être sur la partie prenante la plus criante, la plus importante, la plus stratégique finalement de votre organisation parmi celles-ci, c'est bien sûr vos employés. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, où les employés, finalement, peuvent choisir de travailler à peu près où ce qu'ils veulent, bien, la grande difficulté que toutes les organisations vivent présentement, c'est de recruter et de retenir, finalement, les employés dans leur organisation. Bien sûr, les salaires font partie des critères que les employés vont regarder, mais ils vont regarder beaucoup plus que ça. Ils vont aussi regarder, évidemment, les conditions de travail, donc les enjeux sociaux de votre organisation, mais aussi les valeurs que cette entreprise-là transmet. Et bien sûr, les aspects écologiques font partie de plus en plus des valeurs que les employés recherchent lorsqu'ils travaillent dans des organisations. Donc, ce qu'on a démontré à travers l'expérience et la recherche, c'est que les entreprises qui s'inscrivent dans une démarche de développement durable sont beaucoup plus susceptibles de pouvoir attirer des employés et d'attirer de bons employés et de les conserver parce que ça répond de plus en plus aux valeurs et au désir de s'inscrire dans des organisations comme celle-ci pour les employés. Donc, dans ce cas-ci, le fait d'avoir des bons employés et de pouvoir les garder, bien évidemment, ça accroît votre productivité, ça améliore la performance de votre organisation. Donc, ça peut évidemment se transmettre en réduction de coûts et ou en accroissement de revenus dans le temps. Donc, voilà. Donc, en conclusion, qu'est-ce que le développement durable et l'économie circulaire peut permettre de faire pour votre organisation? Bien, ça peut vous permettre de voir votre organisation autrement. Comme je le disais d'emblée au départ, ça peut vous permettre de mettre une nouvelle paire de lunettes et de voir autre chose qui était peut-être plus difficile de voir sans cette paire de lunettes-là, de mettre en lumière finalement des nouvelles opportunités et des nouvelles possibilités d'innovation dans votre organisation et puis finalement de pouvoir en tirer profit, soit en forme de réduction de coûts, soit en hausse de revenus, soit en image de marque ou soit bien sûr en satisfaisant une foule de parties prenantes. Alors, j'espère que ces quelques mots ont été inspirants pour vous et que ça vous permettra de réfléchir et de voir dans quelle mesure le développement durable et l'économie circulaire pourraient être bénéfiques dans votre organisation. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Journeau, pour ces exemples évocateurs. Le développement durable et l'économie circulaire sont définitivement des solutions que les entrepreneurs gagnent à intégrer à leur modèle d'affaires. Si les invités d'aujourd'hui ont suscité votre intérêt et que vous souhaitez aller plus loin, sachez qu'en tant qu'agent du Fonds Éco-Leader, nous pouvons vous aider à trouver le bon expert pour vous accompagner et amorcer une démarche et que cet accompagnement peut être subventionné à une hauteur de 75 %. Nous soutenons les étapes de diagnostic, d'élaboration d'un plan d'action, d'accompagnement dans l'implantation de ce dernier. Et par exemple, si vous souhaitez repenser la mobilité de vos employés vers les parcs industriels, les services d'un expert comme mobilité peuvent être subventionnés. Si vous souhaitez faire de votre parc industriel un milieu de vie agréable, par exemple en faisant un aménagement paysager économe en eau ou en améliorant la gestion de vos eaux pluviales, le réseau Ville-Éponge, porté par le Conseil régional de l'environnement, région de la Capitale-Nationale, est en mesure de répondre à vos besoins. Ou encore, si vous souhaitez intégrer l'économie circulaire à vos opérations en évaluant, par exemple, le potentiel de réduction ou de réutilisation de vos matières résiduelles, l'optimisation de vos opérations et de vos procédés, un expert comme le Conseil régional de l'environnement, région de la Capitale-Nationale, peut encore une fois faire ce type d'accompagnement avec vous en étant subventionné. Enfin, si vous réalisez qu'une ou plusieurs entreprises dans votre parc industriel ont les mêmes besoins que vous,
il est possible de demander une subvention en tant que cohorte d'entreprise et cette approche permet en fait d'accéder à des montants d'aide plus élevés, de réduire la charge financière d'un projet, en plus d'être accompagné d'1 à 3 experts en simultané. Donc, ma collègue Juliette et moi-même sommes en mesure de trouver le bon expert et les aides financières auxquelles vous avez droit. Donc, prenez rendez-vous avec nous si vous souhaitez amorcer une démarche. Pour terminer, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire intitulé « Le développement durable, une solution aux enjeux des parcs industriels ». Nous tenons à remercier une fois de plus les partenaires, soit la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, le Fonds Éco-Leader et le Conseil régional de l'environnement, région de la Capitale-Nationale, en collaboration avec Desjardins. Et on tient également à remercier l'Université Laval, qui est notre partenaire expert d'aujourd'hui. Un merci tout particulier à nos invités Annick Gontier, Jacinthe Roy et Marc Journeau pour leurs interventions fort intéressantes qui nous en ont appris un peu plus sur comment le développement durable peut faire partie intégrante du secteur industriel. À bientôt.